Salut à tous et merci de nous rejoindre pour cette deuxième, cette première en fait, cette vraie première. Ouais, j'ai un peu compliqué le truc inutilement, on va dire qu'avant, tu sais, avant t'as le pilote, Et puis là c'est la première, c'est le la grande numéro première. 1 quoi, voilà, on va dire ça comme ça, voilà, prenez-le comme vous voulez. Ok, donc je vais avoir le plaisir de le dire pour la grande première. Bienvenue dans le petit podcast. Grande Oui, première. bienvenue à vous. J'espère que ce sera pas la dernière. Non, ça sera pas la dernière, on vous le dit déjà. Non. C'est sûr. Ça c'est sûr. Et donc au menu aujourd'hui, on va parler toujours un peu de ce confinement et des choses qu'on aime bien faire dans ce confinement, mais on va parler jeux vidéo principalement, puisque la dernière fois on avait parlé cinéma, on avait parlé livres, on avait parlé de séries, on avait parlé de plein de trucs. De tout en fait. De tout, sauf de jeux vidéo, et c'était le seul sujet qu'on n'avait pas abordé. Exactement. Comme on aime beaucoup ça, bah, je pense que ça va prendre du temps, donc ça va prendre la partie la plus importante de cette émission. Ouais voilà, comme on a pas voulu le rusher la dernière fois, donc on a... Exactement, ouais. On le garde pour aujourd'hui. Et d'autant que moi c'est une de mes activités préférées pendant le premier confinement et ce reconfinement, c'est de jouer à des jeux vidéo, donc j'ai joué à beaucoup plus de trucs que les années précédentes. Ouais. Ensuite on vous parlera un petit peu des élections américaines, enfin pas vraiment des élections directement parce qu'on en a marre de ces élections, mais on va aller faire un petit tour dans les séries et le cinéma pour voir quels sont nos présidents américains, quels sont nos présidents américains fictifs préférés. T'as déjà donné un petit indice. Ouais, c'est vrai. Et enfin, on reviendra sur le défi de la semaine dernière, qui était un très très bon défi de revoir, le découvrir pour ma part, le film Top Secret des As. Pas la chanteuse. On y reviendra. Parce que maintenant t'es obligé de préciser quoi. C'est vrai. Bon, mais pour commencer, déjà sur ces jeux vidéo auxquels on s'adonne pendant le confinement, comment les choisir, qu'est-ce qu'on aime. Toi, je sais que tu es pas un dingue des open world, ce qui est beaucoup plus mon cas pour le coup. Et toi qui connais mieux le jeu vidéo que moi, tu vas pouvoir un petit peu me faire naviguer là-dedans et me conseiller. Toi, tu es plutôt team quoi ? Alors ça dépend. C'est un peu c'est pas un problème en soi, mais justement, je peux assez vite varier d'un genre à l'autre. J'ai pas vraiment de genre de prédilection. À la rigueur, l'action aventure quoi, la Zelda, un petit peu le jeu de plateforme de temps en temps. Mais j'ai pas vraiment le jeu narratif, ça veut tout et rien dire, mais ce qu'on pourrait appeler des walking simulators, un peu péjorativement quoi. D'accord. En gros tu marches, il se passe des trucs, et grosso modo les interactions sont assez limitées, même s'il y en a différents types là encore. Mais de toute façon on s'est rendu compte assez rapidement, en tout cas que toi et moi on n'avait pas forcément eu les mêmes activités pendant le confinement, encore que, mais il y avait un petit peu deux écoles qui se sont opposées par rapport à notre expérience passée en fait. Ouais. Enfin, moi j'ai eu pour activité principale de rester chez moi, hein. Je pense que oui. en gros sur cette base-là, ça c'est ce qui s'est passé. on a une base commune, mais c'est vrai que pendant le premier confinement, moi j'ai eu un peu de mal à me tourner vers les films et je me suis beaucoup plus tourné vers les jeux vidéo. Ouais. Mais disons que on va dire que moi qui suis de l'école cinématographique complète, je vais naturellement me tourner vers des jeux vidéo qui ressemblent à des films. Oui. J'ai du mal à me tourner vers des jeux vidéo qui ressemblent à des jeux vidéo. Par exemple, je sais que Otax, notre cher Otax, aime beaucoup les jeux de combat. Les jeux de combat, moi ça me rappelle mon enfance, mais je serais infoutu de m'y consacrer à nouveau. Donc, est-ce que déjà initiez-moi à ce grand plaisir de jouer à plusieurs, de jouer en ligne et tout ça, parce que vraiment j'y connais rien. Et ça fait partie des choses pour le coup qui étaient assez appréciables, je pense, pendant le premier confinement, c'est que pour le coup, comme il y avait plein de gens chez eux, t'avais peut-être jamais autant eu de gens qui jouaient en ligne en même temps. Et moi c'est quelque chose, je suis pas non plus un énorme fan, j'ai toujours préféré, parce que j'ai eu l'habitude, je pense qu'on est gosse, de jouer en local quoi, en gros, tout le monde sur un canapé, et puis à 2, 3, 4, voire plus, et puis tu tournes, tu passes la manette et ça. Donc j'avais toujours ce côté-là, et comme j'étais pas mal abonné aux consoles Nintendo ou que j'avais une connexion un peu pourrie chez moi, j'ai toujours été en retrait du jeu en ligne, quoi. Ça n'a jamais été quelque chose qui m'a complètement attiré, jusqu'à peut-être ces FIFA où je me suis mis le premier, où effectivement le mode carrière qui ronronne un peu, où tu joues contre l'IA, au moment où tu te dis bon, pourquoi pas après tout essayer d'aller battre des mecs en ligne, et il y a un côté fun, et je comprends complètement pourquoi par exemple d'Electronic Arts et tout le reste est complètement déserté les trucs offline en gros pour concentrer vraiment leur cœur de cible et leur cœur de budget sur les trucs en ligne, parce que c'est vraiment ce qui cartonne, et c'est là où les gens aussi vont un peu plus naturellement, et parce que je comprends, il y a plus de diversité, etc.
Et après, effectivement, il y a le jeu de combat qui, pour le coup, alors je suis pas loin d'être le spécialiste, au contraire, je pense que je suis de nous quatre, en tout cas de nous trois à la base, quand on a fondé le Grand Pop et ensuite Sac à Dos, on s'est focalisé sur Soul Calibur. J'étais un noob complet, c'était pas du tout mon cœur de jeu, quoi. À part Super Smash Bros, moi j'ai jamais fait de jeu de baston, quoi. Ou alors, enfin bref, c'est vraiment pas du tout à une échelle essayant d'être compétitif, quoi. Mais après, je comprends l'idée, et en tout cas, c'est hyper gratifiant. Voilà, vous avez. Pour le coup, on est blindé grâce à Otax de jeux, de tests de jeux de baston et d'articles qui parlent du jeu de baston et comment réfléchir et pourquoi c'est intéressant et pourquoi il faut s'y intéresser dans le sens compétitif et c'est ce qu'il explique dans le dernier article, changer de processus mental et arriver à vaincre un peu sa peur de se lancer. Et bonsoir, sans transition. Zacharia SD et Lucie LFG, bonsoir à vous deux, vous étiez déjà là il me semble la semaine dernière. Salut, merci d'être avec nous. Bienvenue. Et oui, comme le dit ce bon Otax en producteur attentif, n'hésitez pas à nous dire, on a fait des réglages au niveau son, on sait que la semaine dernière on était un petit peu en dessous. Donc là, a priori, on a essayé de corriger tout ça, et coucou Frisotti. Même consigne pour toi, si vous pouvez nous dire chacun de votre côté comment est le son chez vous. Voilà. Et puis on parle de jeux vidéo et de confinement, donc si vous jouez à des trucs que vous trouvez super cool, n'hésitez pas à nous le dire et à nous conseiller vous aussi. Exactement. Et donc pour venir, le son est bon, meilleur que la première fois, voilà, c'est exactement ce qu'on voulait entendre. Parfait, nickel, très bien, on prend. Et donc pour revenir, c'est vrai qu'au final, pour revenir peut-être effectivement au premier, on va re-rentrer un peu dans l'exercice de la semaine dernière. Et c'est vrai qu'au final, j'avais mes jeux de mon côté que j'avais lancés, et dont un Open World, donc on y reviendra aussi, que j'ai quand même terminé. Mais effectivement, on était confinés à deux avec ma copine, et effectivement, l'idée tout de suite, c'est venu de est-ce qu'on se trouverait pas un truc qui se fait en coop à deux, fun, immédiatement accessible, voilà, avec la compète et tout, parce qu'elle comme moi, on aime quand même ça, on aime arriver au bout des niveaux, une petite expérience dans le jeu vidéo sans plus, mais quand même elle aime ça. Et donc effectivement ça s'est tourné vers un peu les grands classiques comme des potes m'avaient initié, notamment ça a commencé par Overcooked, je crois. Alors est-ce que tu sais ce que c'est Overcooked? J'en ai aucune idée. C'est vrai? J'en ai aucune idée. Alors pour le coup c'est un truc très très basique mais très très fun en même temps. C'est un jeu de cuisine en coopération, où tout simplement on t'envoie des recettes à faire, t'as des ingrédients qui sont disséminés un peu sur une map, c'est vu de dessus, t'as des petits personnages comme ça qui bougent d'une case à une autre, et tu vas chercher les ingrédients, tu les coupes, tu les fais frire, tu les fous dans le four, tu fais des pizzas, des burgers. Alors, c'est très américain, hein, et à un moment il y a des DLC feu de camp, où tu fais des espèces de marshmallows, ou je sais plus comment ils appellent ça, les trucs avec l'espèce de galettes biscuits là, avec des marshmallows fondus et de la fraise, enfin il y a des trucs assez dégueulasses. C'est un simulateur de mauvaise bouffe. Et mais en même temps il y a des trucs sympas, il y a des pizzas très basiques, t'as même des salades, tu peux faire des sushis, des makis, c'est les premiers trucs que t'apprends à faire. Et voilà, tu te déplaces comme ça, tu fais tes ingrédients, etc. Il y a évidemment des contraintes de score, c'est-à-dire que plus tu vas vite, plus tu fais des meilleurs scores, il faut avoir le plus d'étoiles possible, donc un classique. D'accord. Et il y a très vite des contraintes qui viennent dans des maps. C'est-à-dire qu'au début c'est gentillet, t'es au milieu d'un carrefour, c'est complètement con hein, aussi, t'es au milieu d'un carrefour, il y a des gens, des voitures qui passent, faut que t'amènes tes ingrédients, tes plats d'un truc à l'autre sans te faire écraser. Après tu vas arriver dans une montgolfière où il va y avoir potentiellement du feu qui va tomber. Et mais du coup il n'y a pas de boss de fin, il n'y a pas de progression scénaristique de ce jeu, quoi. Si, c'est aussi ça qui est fun, c'est que tu te balades sur une map, voilà, tu vas faire des différents niveaux qui ont une thématique tous, il y a des thématiques culinaires, mais aussi en termes de monde, t'as le monde de glace, le monde de lave, donc ça quand même tu retrouves un peu des classiques du jeu de plateforme. Et à la toute fin, parce que l'idée c'est qu'en tout cas dans le premier, parce qu'il y en a deux, et là en plus, si jamais vous ne les avez pas fait sur PS5, Xbox, donc les nouvelles générations de consoles, il y a un énorme pack qui va sortir avec les deux jeux et tous les DLC, parce qu'il y en a beaucoup. C'est un jeu, si tu l'as acheté plein pot, et c'est d'après tous les DLC plein pot, ça coûte un peu d'argent. D'accord. Et maintenant, il y a déjà, même maintenant sur PS4, sur Switch, etc., il y a déjà des packages, donc c'est vraiment assez dérisoire au niveau du prix. Et bref, effectivement, sur le premier, à la fin, tu vas te battre contre une espèce de spaghetti meatballs géante, à qui il faut que tu fournisses un à un, en gros, tous les plats que tu as appris pendant la campagne.
Et dans le numéro 2, c'est des je sais plus comment des unbred, voilà. Ah oui, d'accord, ok. Des pains zombies en fait qui attaquent le royaume et tu dois te défendre contre eux. Ils ajoutent une petite nouveauté pas mal où t'es attaqué par des zombies qui cassent les murs de ta cuisine et s'ils rentrent évidemment t'as perdu quoi. D'accord, ok. Et rien que ça en fait c'est le jeu qui détruit un couple. Alors effectivement, il y a eu quelques engueulades. Oui, mais non, je t'ai dit, il fallait que tu m'apportes la tranche de pain, qu'est-ce que t'as foutu, et puis là, pourquoi tu m'as coupé ça, ça me sert à rien. Tu peux te jeter les trucs aussi. Il y a même des niveaux où c'est obligatoire, c'est-à-dire t'es chacun sur une plateforme. Il y a des plateformes parfois qui disparaissent, que tu dois activer, etc. Il y a pas mal de prises de tête parfois pour même comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et effectivement, c'est la vraie coopération, c'est-à-dire que pour aller vite et pour arriver aux 3 étoiles, parce que nous on a fini les 2 jeux à 100%, donc on les a... Ah ouais, d'accord. On a platiné les 2 jeux, voilà. Et effectivement, on avait une orga, voilà, aux petits oignons, je crois que c'est le cas de le dire, mais il y a quand même des bons pics de difficulté par moment, et effectivement, ça peut être assez... Je compatis tout à fait avec cette histoire de jeu qui brise des couples, parce que je crois que j'ai failli connaître un divorce sur Portal 2 aussi, pareil. Ah ouais. Mais Portal 2, excellent jeu de coop pour le coup. Ouais, mais c'est source de problèmes aussi. Ça faisait partie des jeux que tu voulais qu'on fasse quand t'es venu pour la première fois, je crois. Absolument, mais Portal, moi ça me rend fou, Portal. Mais ouais, je crois que ma femme et moi, on a pris Portal un peu trop au sérieux. D'ailleurs, c'est promis, je parlerai pas trop de ma femme. C'était horrible, c'est un truc de la première émission, c'était horrible. On dit putain, je suis Colombo quoi. On l'a appelé Colombo pendant une semaine derrière. Mais à juste titre. Donc j'essaierai de faire en sorte que ce soit un des 2 seuls ma femme de cette émission. Ça s'y prête, il faut dire. Ah oui, cette émission sur le confinement. D'accord, donc vous jouez à... Au fait, c'est des gameplays qui rappellent des jeux vidéo un peu anciens, en fait, tout simplement. Oui, parce qu'en gros... C'est de murs qu'on casse, et si on arrive à casser les murs, on rentre, et c'est game over, ou des trucs. Ouais, il y a un peu... C'est presque de l'arcade, quoi. Oui, c'est de l'arcade, dans le sens, de toute façon, c'est des mécaniques de score, en plus, donc forcément, il y a un côté complétion, et voilà. Et voilà, c'est basique, hein, tu te balades, tu as un bouton pour couper les légumes, un bouton pour saisir, un bouton pour lancer... Et puis voilà quoi, t'as un petit site, tu peux dasher quand même, mais en gros il y a 4 boutons max quoi, 3-4 boutons. Donc c'est hyper basique, et effectivement ça se renouvelle quand même pas mal. En plus t'as des mécaniques où t'as justement dans le DLC feu de camp, tu prends un sac à dos et parfois tu dois mettre du bois pour faire chauffer les trucs, donc chacun a un sac à dos avec des choses différentes, il y en a un qui a du bois dedans, l'autre il a autre chose, donc faut qu'il se retourne pour que tu le saisisses, etc. D'accord. Ça se renouvelle quand même pas mal. Après c'est vrai que bon, nous on est tombé amoureux du jeu, donc effectivement on a pris les 2 jeux de base et tous les DLC qu'il y avait avec, donc effectivement ça revient à un petit budget encore une fois, mais c'est très souvent des trucs qui sont en promo, et vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. C'était vraiment nous, voilà, confinement, on a du temps, et c'est vrai qu'on pouvait y passer facile, la journée de boulot se terminait, c'était... On y va, et 3-4 heures dessus d'affilée, et on va pas se coucher tant qu'on n'a pas gagné ce foutu niveau avec les 3 étoiles, et ça nous rendait assez fou, et c'est pareil, je vais passer assez vite sur l'autre parce que c'est plus ou moins la même chose. On aurait aimé, pour tout vous dire, vous passer des trailers ce soir. Malheureusement, la technique a pas suivi. Ça faisait partie des nouveautés qui étaient prévues, qui faisaient qu'on voulait aussi appeler ce stream la première par rapport à celui de la semaine dernière. Mais je pense que mon petit PC ici présent, la technique a pas suivi, n'est pas suffisamment en point. Malheureusement, peut-être qu'il y aura un petit peu de nettoyage à faire. Malheureusement, faut faire en sorte que ça fonctionne. Mais en gros, l'autre c'était tout simplement celui lequel on a pas mal joué aussi. Qui s'appelle Moving Out, où c'est grosso modo le Overcooked du déménagement. Et je peux pas y croire. Je peux pas croire qu'on s'adonne vraiment à des jeux vidéo où on se met en train de cuisiner ou de déménager. Si, et pourtant, figure-toi, et c'est pareil, c'est tout aussi con. Il y a une physique un peu flinguée aussi, encore une fois, avec des personnages un peu qui sautent, mais qui sont vraiment un petit peu caoutchouteux comme ça, et où c'est un peu le même principe, c'est-à-dire tu vas dans une maison, là encore, il y a le level design est fait qu'il y a des étages, il y a des choses à tirer, à porter, etc. Il y a des piscines au milieu, il faut faire gaffe, machin, il y a différents objectifs à remplir. Et voilà, on te donne un certain nombre de meubles à sortir de la maison, c'est une première chose. Après, il faut les faire rentrer dans le camion. Donc, tu peux pas les balancer n'importe comment, il faut les mettre de façon à ce que le camion puisse se faire. Faut faire un Tetris, quoi. Ouais.
Et au début, franchement, la physique est assez compliquée à comprendre et pour le coup, ça a été beaucoup plus prise de tête. Il était moins fun immédiatement. Mais une fois qu'on a compris un peu les logiques du jeu et il le devient assez vite quand effectivement on creuse un petit peu derrière. Mais voilà, c'est pareil, tu prends un lit, tu le balances, tu prends une chaise, tu la fous dans la piscine. Il y a des maisons hantées, il faut faire gaffe à pas se faire choper par les fantômes. Voilà, il y a des animaux à choper, parfois tu déménages des animaux. Enfin, c'est... Mais j'imagine que toi-même tu as déjà déménagé dans ta vie. Oui. Tu as déjà aidé des amis à déménager. Oui. Tu te souviens de l'enfer que c'est, comment on peut avoir envie de jouer à un jeu vidéo de ça. Franchement, voilà, c'était... Parce qu'il est sorti aussi, je crois, en avril, donc vraiment pile pendant le confinement, et donc j'ai fait, ok, on arrive vers la fin d'Overcooked, il nous faut un nouveau truc. Voilà, bon, voilà, let's go, quoi. Ça a été celui-là directement. Et pareil, voilà, il y a eu des crises de nerfs de pourquoi on joue à ce truc là, c'est chiant, on n'y arrive pas, puis c'est pas fun, et puis machin, et puis j'arrive pas à faire passer la putain de frigo par la porte, enfin voilà, il y a eu un peu de tout ça, mais au final on s'en est pas si mal sorti. Et pour finir, peut-être celui qu'on a fait après coup, rien à voir. Là on est beaucoup plus justement dans le jeu narratif, hyper cinématographique. Ouais. C'est A Way Out, je sais pas si t'en avais entendu parler. Oui, j'en ai entendu parler, mais voilà. je l'ai pas fait moi-même. Un jeu, pour le coup, très narratif, très en ligne droite, qui n'a rien à voir, très photoréaliste, disons, qui est réalisé, créé par Joseph Fares, qui est un réalisateur d'abord de cinéma qui est passé aux jeux vidéo, et ça se sent, c'est-à-dire il a envie qu'on dise qu'il fait du jeu vidéo cinématographique, etc. Il en fait un peu trop. Et en gros, le jeu, on contrôle deux personnages et qui apparaissent simultanément dans l'écran, chacun d'un côté. Donc le jeu est un split screen permanent. Plus long, ouais. Enfin, plus ou moins. Il y a des moments où effectivement on est réunis sur le même écran, mais l'idée c'est que on contrôle deux personnages, on fait des actions différentes et on s'échappe. En gros, s'échapper. Et c'est collaboratif ce que vous faites ou pas? Ouais, c'est collaboratif. C'est-à-dire tu peux faire des trucs de ton côté, mais à l'arrivée, il y a des petites actions. Je te fais la courte échelle, je prends tel truc. Enfin, je te mets dans le. Il y en a un qui se planque dans le panier à linge sale et puis l'autre il le pousse, et etc. Il y a des petits trucs comme ça. C'est pas complètement réussi. Le trailer montrait bien ça, c'est dommage, mais il y a beaucoup de phases de jeu différentes et ça fait un peu mini-jeu et c'est très très basique et un peu raté sur certains moments. Mais par contre il y a une phase très très cool où justement ça change de perspective, ça change de personnage un peu à la volée comme ça, d'action. Et voilà, sinon mais c'est beaucoup de QTE, donc ça renvoie un peu une génération en arrière, c'est pas complètement abouti. C'est dommage, je pense qu'avec beaucoup plus de budget il y avait un truc cool. Mais en tout cas, ça reste un jeu qui est très sympa pour le coup à faire en coop. Nous on l'a fait 2 fois pour pouvoir jouer les deux personnages différents. C'est un jeu qui est pas très long. D'accord. Et c'est combien d'heures de jeu en tout? C'est, je pense, 5 heures. Ah oui, c'est vraiment court. Ouais, je dirais ça. D'accord. Peut-être même un petit peu moins, 5-6 heures, je sais plus, quelque chose comme ça. Donc ouais, c'est quelque chose qui peut se refaire. Et encore une fois, voilà, je pense que si vous avez quelqu'un qui est pas trop exigeant en termes de jeux vidéo, c'est-à-dire que je pense que si au départ, l'idée de la blague, c'était un peu de le faire avec Menro, parce que pour le coup, vous pouvez aller voir, vous tapez le nom du jeu, A Way Out. Il y a donc Fares, qui est le frère de Joseph Fares. Ah, c'est vrai, ils sont de la même famille. Mais oui. Ah bon, d'accord. Oui, c'est pour ça. Mais j'adore Fares, c'est un moi acteur aussi, incroyable. Il peut tourner à la fois dans des films suédois, américains, et jouer l'Égyptien dans un truc comme Le Quart Confidentiel. C'est un acteur incroyable. C'est incroyable. Et il est très bien, il n'y a pas de problème. Mais par contre, tapez son nom, c'est très simple, comme ça s'écrit. Menro. Je vous jure. C'est vrai que c'est Menro. Alors en fonction des périodes, il a les cheveux plus ou moins longs, il a des lunettes et tout, mais globalement, c'est Menro. Donc la blague, en plus, on streamait l'E3 avec lui à ce moment-là, où le jeu a été annoncé. On a fait, mais oui, évidemment, c'est pour nous, faut qu'on le fasse, faut que voilà, tu joues lui et puis on n'en parle plus, tu vois. Et finalement, c'est vrai qu'il n'y avait pas eu des retours très très bons, donc on s'est pas lancé là-dedans. Mais je pense avec quelqu'un qui est un peu plus casu, sans être péjoratif, mais vraiment qui connaît pas ce genre de choses. Il y a des phases de shoot, il y a des phases en voiture, il y a des phases en radeau, il y a beaucoup de trucs différents, donc ça donne un bon panorama en fait, de ce qui existe. Mais tout est un peu... si t'as déjà joué au jeu dont on va parler maintenant, en fait, qui font ça... ils font tout mieux, en fait. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc voilà pour le coop, ça fait un genre de pont au final, parce que toi c'est vrai que t'as beaucoup plus de mal à te lancer dans des... c'est vrai que, alors déjà, moi intellectuellement, j'ai du mal à croire que le jeu vidéo est une activité collective, une activité à plusieurs et tout ça. Si, sur des trucs de coop...
genre Call of Duty ou des trucs comme ça. J'avais fait ça avec mon colocataire ou Portal 2 auquel j'avais joué avec ma compagne, ma femme. Ça y est, deuxième ma femme est sortie du coup. Mais en général, pour moi, l'idée de jouer à un jeu vidéo, c'est j'ai 4 heures devant moi et je suis tout seul. Et pour te dire un petit peu, pour te décrire pourquoi je suis complètement obsédé par les open world, c'est que je l'avais écrit dans le Grand Pop à travers un article nostalgique. Pour moi, la culture... Très bon article, allez le lire. Ah, merci beaucoup. Sur l'Apple IIc, donc sur le premier ordinateur sur lequel j'ai découvert les jeux vidéo. Et on a un peu de différence d'âge, et oui, forcément. C'est ça. Je ne sais même pas de quoi il parle. Voilà. Et quand j'étais petit, l'idée d'un jeu vidéo était très très différente de ce qu'on entend par jeu vidéo aujourd'hui. Les trucs sur lesquels on jouait sur nos Nokia, pour moi, c'était ça le jeu vidéo quand j'étais petit. Sur un ordinateur, c'était vraiment ça. Et ce qui se rapprochait, pour ma génération, quand on était jeune adolescent, ce qui se rapprochait le plus d'un open world, c'était GTA, mais pas le GTA 3D, le GTA ancien, le GTA où on voit tout de haut, et où on... J'ai pas souvenir, je veux pas dire une énormité, mais c'en était un quand même, où il y avait pas de niveau, hein, on pouvait se balader librement... T'avais 3 villes, au fait, okay. Dans le premier GTA, t'avais, la première c'était Liberty City, la deuxième ville, je sais plus ce que c'était. Si vous êtes fort dans le chat, vous pouvez peut-être vous en rappeler. Ça devait être San Andreas, hein, tout simplement. Et je sais que tu terminais à Las Vegas, enfin un espèce de pseudo Las Vegas, quoi. Et Los Santos, non, ça c'est Los Angeles, mais je sais plus comment ils appellent ça, mais bon. Donc c'était un open world, mais c'était un open world en 2D, si tu veux. Et dans nos rêves les plus fous avec mes meilleurs potes, on passait nos soirées à imaginer qu'un jour il fasse ça en 3D, tu vois. On se disait, mais quand la technique en sera là, ça va être dingue de chez dingue, quoi. Mais on pensait tous que c'était un mythe. On pensait que jamais les ordinateurs arriveraient à nous donner des trucs comme ça. Et quand GTA 3 est arrivé en 2001 ou 2002, je sais plus. Oui, j'ai pas la date exacte. Le monde a changé pour moi, quoi. Enfin, déjà, le temps que j'ai passé sur GTA 3 est complètement fou. Et sur Vice City et San Andreas et tout ça. Et du coup, là, voir ce miracle se déployer sous mes yeux, quand j'avais donc 18, 19, 20 ans, je me suis dit, voilà, ça y est, maintenant le champ des possibles est fou et je n'avais plus envie que de jouer à des trucs de ce niveau-là. Ouais, t'es pas vraiment retourné en arrière, quoi. Non, mais c'est bizarre, parce que pour moi, quand je vois dans le métro ou dans les transports en commun des gens cliquer sur des Candy Crush et tout ça, enfin, tapoter sur leur écran pour jouer à des trucs comme ça, je les juge pas, ça a l'air super, mais moi, je vois pas du tout la satisfaction qu'on y prend. Pour moi, j'ai envie de leur dire, mais c'est tout pourri votre truc, vous pourriez jouer à des trucs de ouf, quoi. Donc, le confinement, pour nous, c'est consacré principalement à des jeux, à des open world, et typiquement, le premier truc qu'on a refait, je sais pas pourquoi on s'est mis d'accord là-dessus, c'était un open world de chez Rockstar qui a pas été très aimé à sa sortie. Poly ? Non. LA Noire. Ah oui. Voilà. C'était un vrai open world ? Et c'est un open world complètement, ouais. Okay. Parce que tu peux, mis à part le fait qu'on t'envoie d'une mission à une mission, etc., tu peux quand même te balader, visiter la ville, faire un peu ce que tu veux. Il y a plein de trucs cachés, de bobines de films à récupérer et tout ça, machin. Je te coupe juste 2 secondes, il y a Lucie FG qui nous demande, je pense qu'on y reviendra, on va finir par y revenir, si on est tenté par le prochain Assassin's Creed, le spécialiste, en tout cas ici, il est là. Et on va y venir parce qu'il y a une histoire d'amour-haine avec Assassin's Creed un petit peu. Et on a eu le droit à un nouvel abonnement de niveau 3, son 10e mois d'abonnement et pas n'importe qui, de Menro. Merci Menro d'être là, de l'autre côté de la caméra. Nous te saluons. Big up Menro. Merci pour ton effort. Il aurait eu des choses à dire sur Assassin's Creed aussi. Oui, je vais parler de Menro et d'Assassin's Creed parce qu'il entre dans cette histoire complètement ouf. Il a son rôle à jouer. Donc LA Noire, et on a une spécialité de couple chez nous qui est que on finit toujours les trucs à genre 95%, donc on est allé presque jusqu'au bout du jeu. Puis à un moment où on était presque jusqu'au bout, là, on a fait ouais, en fait, non, ça nous gave, on arrête. Mais c'est-à-dire que vous n'avez pas fini la trame principale ou les. Non, on était vraiment sur le point de la finir.
et puis je sais pas, on est allé se coucher une fois de trop, et puis on n'a jamais remis le jeu. Merde, donc t'es jamais allé au bout du jeu, quoi. Ah si, parce que quand il était sorti, je l'avais déjà fait. Là, on s'est téléchargé un truc pour PS4 qui était une remasterisation du jeu de 2013. Et ce qui est très agréable, c'est de retrouver un jeu qui dure entre 10 et 15 heures. Parce que ça devient fou. Ça devient un bonheur. Vraiment, ça devient un bonheur. Ouais. Et donc pendant ce confinement, j'ai eu le plaisir de retrouver cet amour-là, l'amour des jeux qui ont une durée de vie pas complètement dingue, si tu veux. Par exemple, j'ai joué, qui n'est pas un open world, mais qui est un très très bon jeu, qui est le Uncharted Lost Legacy. Montre à la caméra. Voilà, donc c'est un spin-off de Uncharted, que vous connaissez tous certainement, et beaucoup mieux que moi. Qui vient après le 4. Voilà, c'est ça. Et moi j'aimais beaucoup Uncharted, même si je trouve que c'est un peu... ça tire un peu trop du côté film, plutôt que du côté jeu vidéo, mais bref, je trouve ça très agréable quand même. Et donc ce spin-off, il doit durer quoi, une dizaine d'heures ? Ouais. Il y a une grosse séquence au milieu d'open world, de semi-open world, tu peux quand même pas mal te balader. Ouais. Et contrairement en plus quand tu t'es tapé Uncharted 4, qui est bien, mais qui est 2 fois trop long, je pense, pour son propre bien, quoi. C'est ça. Là, on retrouve quelque chose de beaucoup plus digeste, en fait. C'est-à-dire que ça devient humain. C'est à taille humaine. C'est quand t'es comme moi et que t'as un enfant et un boulot et tout ça, et que t'as pas, franchement, tant de temps que ça pour les jeux vidéo, avoir un truc qui dure 10 heures et qui est terminé, c'est génial, c'est super, c'est hyper satisfaisant en plus, t'en gardes un super bon souvenir et tout. Et pendant ce confinement... Tu te contredis là avec ton amour des open world là, Mais oui, mais c'est-à-dire que, voilà, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que open world j'adore, mais qu'il faut que ça reste... Faut que ça reste un peu... faut pas que ce soit un truc de barbare. J'adore la saga Assassin's Creed, mais c'est vrai que maintenant on doit en être au 8e ou 9e jeu ou un truc comme ça. Canonique, ouais. Si tu considères que déjà le 2 fait 3 épisodes... En plus le 2 fait 3 épisodes, en plus il y a des épisodes entre les épisodes, il y a Rogue et tout ça, enfin bon c'est vraiment un bordel. Au bout d'un moment, évidemment, moi je me lasse un peu de la formule. Je crois que c'est le... Non, parce que Unity, je suis déjà... Unity, c'est le 5. Il y a eu celui de Londres, Syndicate. Ouais. Ils sont revenus à Origins, Odyssey. Ouais. Donc là, c'est le 10e. Voilà. Sans compter Rogue. Et sans compter les... Il y en a eu aussi sur... il y en a eu sur PSP, sur console portable, sur etc. Donc sans compter ceux-là... C'est le 10e canonique, Menro dit 13, donc je pense qu'il compte, je pense qu'il compte Rogue. Il y a eu Liberation aussi sur PSP, qui fait partie du... Si vous achetez le 3 en version remastered, vous l'avez aussi. Il y a eu des Assassin's Creed Origins, China, je sais plus quoi, dessus. Enfin voilà, il y a eu... Donc c'est vraiment... beaucoup trop, dit Zachary, ouais. Mais c'est peut-être ça le problème, c'est-à-dire que moi, organiquement, j'adore Assassin's Creed parce que ça me rappelle Prince of Persia, qui lui-même me rappelle un jeu qui s'appelait Karateka et tout. J'ai l'impression d'avoir joué toute ma vie à des jeux comme ça, et du coup, naturellement, je suis poussé vers la formule, et en même temps, je commence à m'ennuyer à chaque fois que j'en installe un nouveau, parce que je me dis... c'est exactement le même que l'ancien, sauf que le truc qui change, c'est que l'open world devient complètement déglingo, quoi. Sur Origins, c'est bien celui qui se passe en Égypte, c'est ça. Alors, Origins, j'avais même pas visité 60% de la map quand j'ai fini le jeu. J'étais à 60 heures de jeu et j'avais pas visité les 2 tiers de ce truc, quoi. Et je voulais arrêter après Origins. Et Menro, justement, voilà, m'a parlé... c'est ta faute à toi. Menro, il m'a parlé d'Odyssey. Et il m'en a parlé pendant tout un trajet en métro extrêmement long. Et en fait, Menro parle très très bien de jeux vidéo. Et pendant tout le truc, j'étais là, qu'est-ce qu'il me le vend bien ce bâtard. Qu'est-ce qu'il me le vend tellement bien. Et à la fin, quand je suis sorti de la rame de métro, je me suis dit, bon bah, demain j'achète Odyssey. Vendu. Voilà, vendu. Donc Odyssey, Grèce antique pour le coup. Voilà, Grèce antique, je le commence, tout ça, et puis quelques semaines plus tard, j'ai mon premier enfant, donc je suis obligé d'arrêter pendant très longtemps. Et ben j'ai profité du confinement pour finir Odyssey. Alors maintenant on nous dit, mais en même temps j'adore la mythologie grecque. Oui, mais moi aussi j'adore la mythologie grecque, mais bon, tu vois, j'adore la bouffe, c'est pas pour ça que je fais des simulateurs de bouffe, moi, par exemple. tu devrais. Non, mais je vais m'y essayer, bien sûr. Et donc, Odyssey, je l'ai repris avec le confinement en me disant je vais le terminer. J'en ai eu
pour 90 heures de jeu. 90 heures de jeu, putain, mais j'ai pas 90 heures dans ma vie pour me consacrer à des trucs pareils. Alors il dit pour se défendre qu'il n'a fait que répondre à tes questions. Ah oui, non, mais... bien sûr. Donc voilà, 90 heures de jeu, là on est sur un open world qui est beaucoup trop vaste, avec beaucoup trop de quêtes annexes, tu sais même plus, d'ailleurs c'est ça qui m'a frappé, peut-être parce que je deviens vieux et que je deviens mauvais aux jeux vidéo, mais tu ne sais même plus si la mission que tu es en train de suivre est une mission fondamentale pour la trame narrative, ou si tu t'es encore perdu et que t'es encore allé aux champignons faire un truc qui a aucun intérêt. C'est fou quand même d'en arriver à des jeux qui, même moi, je me dis, au fait, le champ des possibles est trop vaste et je m'ennuie là-dedans, quoi. Donc c'est pour ça que c'est très très important de délimiter un petit peu le périmètre d'action. Je suis assez d'accord avec ça. Je vais juste pour le coup donner deux trucs qui vont exactement contredire la phrase que je viens de dire, c'est-à-dire que j'ai adoré, pour aller assez vite, justement moi me perdre et m'ennuyer dans Breath of the Wild, donc le dernier Zelda en fait. Ouais. Qui est le vrai premier Zelda monde ouvert. Tu disais la carte, effectivement, tu peux complètement finir le jeu en n'ayant pas vu la moitié de ce qu'il y a sur la carte, et même moi je me suis arrêté au bout d'un moment. Je me suis dit ok, vas-y, j'adore me balader, il y a des espèces de graines à la con à récupérer partout en soulevant un caillou, enfin bref, sur une map qui fait des kilomètres carrés, voilà, non, pas finir. Et à un moment je me suis dit ok, le château il est là, je suis plutôt pas mal en termes de build, j'ai monté en niveau, j'ai des cœurs, etc. Finissons-en quoi, mais j'aurais pu, je sais, me continuer à me perdre là-dedans, à découvrir des trucs, et ça c'est vraiment l'un des premiers jeux qui m'a fait ça. Il y a pas de marqueurs de quête partout comme les jeux Ubisoft, c'est pas le HUD est pas surchargé, t'as pas un petit point, un point d'intérêt pour t'as pas besoin de ça en fait. Enfin personnellement je sais que c'est quelque chose qui marche pas forcément avec tout le monde, mais juste je me suis baladé quoi. T'as ton cheval et puis quand tu commences à courir tout s'enlève du HUD, y a plus rien, y a la petite musique qui se lance. Le vent dans le truc, enfin, c'est exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Bah disons que un open world dans lequel j'ai beaucoup aimé me perdre aussi, c'était celui de GTA. Le dernier GTA, c'était le 5, c'est ça, un GTA 5. Mais parce qu'on sent que l'open world est hyper travaillé pour te renvoyer la balle où que tu sois. Tu sens que tout a été bossé pour être ludique, rigolo, machin et tout. Alors que les open world de Assassin's Creed, maintenant, ça sent un peu le truc qui s'étend à l'infini, où on a mis des randoms serpents et des randoms pyramides et tout ça, ou les vagues et la mer de Odyssey qui est hyper vaste, et toi t'es sur ton putain de bateau et puis t'es là à te dire c'est encore loin. Alors Médro qui fait son intéressant nous dit le premier Zelda en monde ouvert c'est Zelda 1. D'accord, ok. Sauf que tu te trompes d'une case, tu fais pas 3 pas. Voilà, alors ok, il y a un peu le même principe de Breath of the Wild. Mais il y a un moment où il va falloir venir sur ce canapé, Menro. Et là, ton arme casse, oui, effectivement, les armes se cassent dans Breath of the Wild. Sauf quand t'apprends à gérer ce problème et que tu vas au-delà et que tu découvres un monde des possibles incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Et je voulais parler très très brièvement de la réédition de Mafia. Et au fait, ça c'est que le premier, mais ils ont fait les 3. Oui. Et ça c'est très agréable, par exemple, parce que tu as le jeu initial dans sa durée de vie, on va dire. Avec en plus la petite voiture, le Chicago Outfit Pack. Oui, avec la voiture et le costume blanc. Tout à fait. Pour être un véritable maître. Bravo. N'est-ce pas ? Donc tu as le côté ludique et le côté un petit peu à taille humaine d'un jeu vidéo de 2002, je pense, le premier, avec le graphisme et toute la saveur de ce qu'on sait faire maintenant. Donc voilà, ça je l'ai acheté, par nostalgie, je l'ai fini en 3 jours, et t'es là genre... Ça te prend complètement à contre-pied, tu te dis 90 heures pour Odyssey, 3 jours pour celui-là. Et c'est ça, ouais, que tu parlais de GTA 3, GTA Vice City. Moi, Vice City, c'est mon préféré de la série. Ouais. Alors, je dis ça. T'as fait un très bon article dessus. J'ai pas fait le 4 et le 5, donc ok, je suis légèrement biaisé, d'accord, mais en fait, parce que j'ai jamais voulu sauter le pas après San Andreas. San Andreas m'a dégoûté de GTA parce qu'il y avait trop de trucs et c'était déjà trop grand, je trouvais à l'époque. Et pourtant, je l'ai refait en 2014. Je suis pas allé au bout parce que le putain de permis d'avion que je n'ai jamais réussi à passer comme un débile, voilà, ça m'a saoulé. Mais le 3, et alors Vice City, quand j'étais gamin, la map je la connaissais mais par cœur. À chaque recoin, je savais ce qu'il y avait, je savais où y aller. J'avais pas besoin de faire le code pour avoir un bazooka. Je dis non mais c'est bon, c'est là-bas. Okay. On va aller chercher dans la piscine, dans le truc là-bas, je t'emmène, c'est bon, hop, terminé. Et bienvenue à Jamaloku.
Alors, Salut. Bravo pour ce petit pseudo. Pourquoi j'ai pas eu la notif avec le bruit là? Bref. Ah si, moi je l'ai entendu le petit bruit. Ah ok, bah, c'est parce que je parlais trop fort, je m'écoutais trop parler. Et bienvenue à toi, et on espère que tu vas rester jusqu'au bout et que tu reviendras les semaines prochaines. On va peut-être en finir avec ce truc là. C'est vrai que l'idée on est arrivé, je pense, au bout de la formule, en tout cas telle qu'on la connaît maintenant. Enfin, c'était la génération open world et on a été abreuvé. En fait, tous ces jeux, t'as parlé de Watch Dogs, t'as parlé de Mafia, je les avais même oubliés. En fait, il y a même Ghost of Tsushima, voilà, qui fait partie des derniers jeux. Alors, Ghost of Tsushima, moi, ça a été mon coup de cœur de cette année. Hein. Ça ne m'arrive plus normalement d'avoir envie d'aller à 100% des possibilités d'un jeu vidéo, et là, vraiment, je l'ai rincé. C'est génial, c'est absolument génial. Et bienvenue aussi à Je pisse debout. Bravo. Mais pisse P-E-A-C-E et debout. Bravo. Vous avez compris. Bienvenue à toi dans la fête. Moi aussi d'ailleurs. Oui, en même temps, pourquoi se priver? Ouais, bah oui, c'est ça, bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a eu, je sais pas de quoi, évidemment, on sait pas de quoi va être la génération la prochaine. Pour l'instant, la différence est pas assez nette, je trouve. Mais on a été surchargé quoi, de ces open world interminables. Et voilà, j'allais juste glisser un mot sur mon jeu de la génération, je pense, et mes jeux préférés tout, qui est devenu un de mes jeux préférés tout court, c'est Witcher 3. Ouais. Où pour le coup, voilà, on parle de monde là encore qui s'étend à perte de vue et beaucoup de choses à faire. Et c'est le cas. Alors t'es très guidé, tu peux être très guidé, hein, tu peux tout désactiver, mais tu peux aussi guider les marqueurs de quête, etc., savoir un peu où aller. Et surtout, si vous l'avez fait à l'époque, faites les DLC, vraiment. Et c'est rare que je dise ça, mais pour le coup, je l'ai dit pour Overcooked, mais ça marche aussi pour celui-là. Et notamment le Blood and Wine, donc qui se passe dans un comté qui se rapproche, en fait, qui est entre la Toscane et le sud de la France. D'accord. Où il y a c'est vraiment des grandes plaines, c'est hyper beau, c'est hyper riche, là où le monde de Witcher est très très sombre et crade et déprimant. Là, on est sur quelque chose de complètement inversé. Et on se retrouve avec, justement, il y a une mythologie romantique en plus là-dessus qui vient de se greffer, à base de vampires, mais de façon très romantique en fait. Et en plus, le monde est magnifique, c'est fleuri, c'est coloré, voilà. Et les quêtes sont écrites à la perfection, et c'est un DLC qui dure une 30aine d'heures, oui, ce qui est déjà énorme, ce qui est un jeu de base, hein, clairement. Mais on les sent pas passer, on parcourt ça avec plaisir. On a un domaine, on récupère un vignoble et on peut le customiser, mettre des sous dedans pour voilà. c'est tout, franchement, c'est tout ce qu'on aime, et je ne pourrais que vous conseiller. Et bienvenue Matt Matouf. Mais c'est quoi? C'est vous créez des pseudos, vous faites exprès, c'est la même personne qui est. C'est génial. En plus, je pense reconnaître des gens enfin, parfois je reconnais des gens attention, si vous prononcez tous les pseudos, à pas dire de phonétique chelou qui ferait des mots interdits. Effectivement, heureusement que Menro est là pour... alors oui, alors je pense qu'on est sur un troll, puisque là, le prochain, je ne vais pas le citer, mais... Ah d'accord. Mais je sais pas. D'accord. Je sais pas ce qui se passe, c'est des créations des abonnements en série sur des comptes trollish. Peut-être qu'il allait voir jusqu'où est-ce que j'allais prononcer les noms des gens. Là je crois que je suis arrivé au bout de la formule. Merci. Ça, on apprend sur le tas. Voilà. Mais bienvenue quand même, et n'hésite pas à créer 25 autres comptes encore, ça nous fait des abonnés. Non, bien sûr. On s'en fiche un peu, mais voilà. Et juste un mot du nouvel Assassin's Creed, puisqu'on avait promis d'en parler. Alors moi j'avais dit donc que j'arrêtais à Origins, finalement j'ai fait Odyssey, donc j'ai dit que j'arrêtais à Odyssey, mais il se trouve que le nouveau s'appelle Valhalla et se passe au Danemark et que je m'appelle Jørgensen, donc il y a une sorte de mathématique chelou qui est en train de se faire malgré moi, et donc je crois que je vais devoir le faire aussi. Alors il se passe principalement en Angleterre, de ce que j'ai compris. Ah bon? C'est les invasions vikings en Angleterre, je crois. Donc, oui, les invasions vikings quoi. Voilà, bien sûr. J'ai une histoire que je vais pas raconter, mais j'ai essayé de me le procurer hier ou avant-hier, et il m'est arrivé un truc kafkaïen typique du confinement qui fait que je suis revenu avec Watch Dogs, le dernier Watch Dogs Légion, effectivement, Légion, là, ouais. Et que j'ai pas trouvé Assassin's Creed. Voilà. Mais ouais, bah pour le coup, donc toi vendu, moi j'avoue que non, la formule Assassin's Creed, j'ai fait le 2, et puis voilà, c'est tout. T'as fait le 2 ? Ouais. Mais qui est excellent. Hein. Bah ouais, mais en fait, vraiment un bonheur. C'est ce qu'on m'a dit, et je l'ai fait pourtant, alors je l'ai pas fait sur le moment, hein, je l'ai fait déjà il y a pas si longtemps, il y a 3-4 ans, donc c'était peut-être déjà trop tard.
Ça m'a pas donné envie de faire le reste, et pour le coup, ma copine a fait tous les 2, donc les 3-2, et le 3 avec Libération, donc le DLC, enfin le stand-alone qui était sorti sur PSP, et je l'ai vu jouer en fait, et ça m'intéresse pas, quoi. Le monde ne m'intéresse pas, l'univers, tout ce qui est le lore autour m'intéresse pas. J'ai l'impression que les missions sont répétitives. Quand je sortais de Witcher et même Final Fantasy ou de ce genre de choses, voir les personnages et les quêtes et tout ce qui était au niveau de l'écriture, je suis genre ouais non, c'est pas au niveau, quoi. Donc voilà. Ah non, je comprends. Ça a l'air d'être des bons gros trolls, ouais, Lucie, oui, toi tu avais sans doute compris avant moi. Voilà. Les gens dans le chat sont plus intelligents que nous. On débute. On fait ce qu'on peut. Passons un petit peu du côté cinéma-série. Alors il nous dit juste, j'ai fait Assassin's Creed Chronicles China, donc je sais plus, rappelle-moi sur quelle plateforme il était sorti, je crois que c'était console portable, je suis pas tout à fait sûr. Je l'avais trouvé assez cool, alors de mémoire c'était très différent, je crois que c'était un... Mais c'est à quel... Dans la timeline il se situe où? Bah je sais pas, mais parce que c'est China, donc c'est dynastie chinoise, j'avoue, mon histoire de Chine est un peu perdue, donc je saurais pas dire si c'est au final quelque chose genre le 6e, 7e siècle ou si c'est plus tard. Ce que je voulais dire, c'est dans la chronologie des jeux, là, il est apparu à quel moment? Je crois qu'il est sorti sur Vita 3DS, je sais plus, quelque chose comme ça, donc je pense qu'il est... Ils avaient fait un espèce de package plus ou moins en même temps que Rogue, je crois, un 2D sorti sur PS4, Xbox et PC, ok, donc à ce moment-là. D'accord. Ok. 2015, d'accord, ok, je voyais ça plus tôt, tu vois. D'accord, donc juste après Black Flag, tout ça. C'était cette période-là. Et Zacharia il demande le film Assassin's Creed bien ou pas? C'est compliqué ça, hein. C'est compliqué, ouais. Alors déjà, il faut être clair, il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo qui ont donné de bons films. Non. Et en même temps, je sais pas très bien ce qu'on attend des jeux vidéo, parce que le plaisir d'un jeu vidéo est extrêmement différent du plaisir d'un film. Quand tu joues à Super Mario, comment tu peux te dire adaptons-le au cinéma, tu vois, c'est absurde. C'est une aberration complète. Et même après celui-là, le problème, il y en a plusieurs. Et c'est très dommage déjà de base parce que c'est un projet qui a été porté par Michael Fassbender, donc qui est acteur principal et producteur, donc il s'est vraiment investi dans le truc, qui a cru. Alors je sais même plus quel réalisateur est allé chercher pour ça, mais c'est pas... Justin... comment il s'appelle, son nom commence par un K. Bon, je vais pas le retrouver, mais c'était un mec qui avait fait Macbeth avec Michael Fassbender, qui avait été présenté à Cannes, donc c'est des gens sérieux, tout ça. Donc c'est vraiment très bizarre en plus qu'il soit retrouvé à faire ça. Parce que pour le coup, il sait pas filmer les scènes d'action, quoi. Ou alors c'est le montage qui gâche tout, je sais pas, mais il y a quelque chose, c'était vraiment... non, mais c'est un truc très simple, en fait. C'est illisible, quoi. Quand tu penses à Assassin's Creed, ce que tu kiffes, c'est te balader dans ces villes médiévales, les grands espaces, tout ça. C'est ça qui est hyper kiffant, c'est rencontrer des gens et tout. Il faut te dire que si tu vas faire ça en film, tu vas avoir besoin d'énormément de paysages, d'énormément d'effets spéciaux, d'énormément de figurants, etc. Et alors ça, les studios, ils aiment pas du tout. Du coup, ils préfèrent beaucoup plus filmer en studio un espèce de truc où tu rentres dans l'animus et tout ça. Du coup, on passe beaucoup plus de temps dans le film à se balader dans cet univers dans cet univers du présent qui est absolument pas intéressant. C'est nullissime, quoi. Et t'as le droit à une séquence, parce que t'es gentil, une séquence où ils vont dans le passé, à Séville ou je sais plus où. Oui, c'est ça, c'est pendant l'Inquisition, non? Ouais. Et t'as ça pendant poursuite en chariot. En fait, le principe du jeu vidéo, tu l'as pendant une séquence. Et elle est cool, la séquence, d'ailleurs, mais bon, bah... Et ils sont trop contents de leur animus à base d'espèces de bras articulés, là, ça fonctionne pas. C'est pas... C'est pas... Enfin, genre, tu poses trop de questions. Genre, le principe de base, il est très bien, dans le sens où c'est le plus basique possible. Le mec, on l'endort, il est branché sur un truc et il fait tout dans sa tête, quoi. Là, tu pars du principe que le mec fait tout en version animée et que quand il saute sur un truc dans le passé, en fait, il est en train de sauter sur un mur et que quand il plante des gens, il fait vraiment des coups de poing et tout, genre... Je rappelle en plus que, pour moi, c'est un des grands défauts de Assassin's Creed, le jeu vidéo, ce truc qui se passe dans le présent avec l'animus, est uniquement une justification du fait que tu peux mourir et recommencer. Ouais. Je sais, je suis dans un jeu vidéo, c'est le principe. Et te balader dans les timelines. Voilà, donc je m'en fous qu'on me le justifie, si tu veux. Donc ouais, c'était raté ce Assassin's Creed en film, c'est dommage. J'en attendais pas mal, mais je pense qu'il faut qu'on s'autodiscipline, faut qu'on arrête d'attendre beaucoup de ces adaptations de jeux vidéo. Ah ouais, complètement. Et Medro nous dit je repars au boulot. Oh, pauvre bichon.
Si on a gagné Des bisous. Si on a gagné ta pause repas, tant mieux. Et Des bisous. promis, on ne se fera plus avoir par ce genre de blague. Merci. Lucie nous dit Ankama gère ça très bien côté écran jeux vidéo. Donc Ankama qui est le studio français qui est à la base de la création du jeu Dofus, alors qui est un MMO sur navigateur pour le coup, et qui a lancé tout un univers autour de ça à base de livres, de BD, de mangas et de séries animées notamment. Alors de films, oui, je sais pas, il y a eu un film. Je suis pas expert donc mais il me semble, ça me dit quelque chose. Je crois qu'il y a eu un film Dofus. Et Zacharia nous dit Détective Pikachu, c'était cool, pas vu, je sais pas. C'est sympa, Détective Pikachu, c'est vrai. Le vrai bon film adapté d'un jeu vidéo, c'est Silent Hill, en fait, de Christophe Gans. Oui. Ça, c'était vraiment pas mal. Mais si c'est ça le must... Ouais, c'est problématique, ouais. Et Mortal Kombat est très... Putain, j'avais 11 ans, j'étais ouf, mais c'est le meilleur truc que j'ai jamais vu de ma vie, quoi. Peut-être qu'on fera, c'est son slogan, on sait pas, on reviendra sur un spécial adaptation de jeux vidéo au ciné, ça peut être très sympa. En plus, ça me permettrait de faire pas mal de retard en plus là-dessus. Sans plus, oui, effectivement, c'était cool, sympa, sans plus. Bon, on a promis de parler des présidents américains. Oui, on enchaîne. Donc, peut-être un peu plus court que la semaine dernière, c'est l'objectif de compacter un peu tous. Je sais pas si vous avez été complètement hypé par la présidentielle américaine. Je sais que Otax et moi, on était complètement derrière nos écrans à suivre chaque bulletin qui arrivait. C'était vraiment ça. C'était un espèce de match d'un sport complètement épique qui a duré 5 ou 6 jours là. Je sais même plus combien de temps ça a duré. C'était fou, mais j'étais en boucle sur CNN, moi, enfin ça m'a vraiment complètement accaparé le cerveau ce truc là. Et donc avec Fleg on s'est dit est-ce qu'on n'aurait pas genre un président fictif chacun, président américain. L'idée c'est pas du tout de faire un truc exhaustif, au contraire, parce que là on aurait pu faire des émissions entières dessus. Mais on a sélectionné chacun un. Ouais, de toute façon on sait que le meilleur c'est Morgan Freeman dans Deep Impact. On sait, c'est sûr, ça a déjà été validé, on sait que c'est lui. Mais on a quand même un petit chouchou chacun, et ce qui est marrant, c'est qu'on l'a trouvé tous les deux hyper rapidement. Quoi. Instantanément. Ouais. Et moi, j'ai dit que le mien, c'était le président Palmer, qui commence comme le sénateur Palmer, évidemment, et qui devient le président Palmer dans 24 heures chrono. Donc t'as pris le côté sérieux, réaliste du truc. Ouais. Alors, sérieux, réaliste du truc, c'est 24 heures chrono, hein, on se détend quand même. Mais je t'avais dit que je considérais que c'était le meilleur président américain de fiction, parce que pour moi, il a fait un truc qui me passionne, c'est qu'il a eu de l'influence sur la vraie vie, sur la réalité. Et c'est rare, mais moi c'est un truc que j'adore observer, quand le cinéma et les séries changent notre monde. C'est-à-dire, on sait bien que notre monde change, a de l'influence sur le cinéma et les séries, mais c'est rare quand l'inverse est très manifeste. Et là, ça a été le cas, c'est-à-dire que avoir un président noir américain dans une série très populaire, d'un coup, a créé une espèce de hype. Et la hype est arrivée parfaitement pour 2008 et l'élection de Barack Obama. Parce que pour situer, il y a eu combien de saisons 6 ou 7 ? Je pense qu'il y en a même facilement 9 ou 10. Ah ouais. Moi, je les ai pas toutes vues. Je me suis arrêté à la 4e ou à la 5e, je sais plus. Donc, mais c'est début des années 2000 ou c'est le début des années 2000. Après les attentats, je me souviens. Exactement. Et faut vous mettre en tête que dans un monde de 2001 où arrive 24 heures chrono, Jack Bauer et tout ça, déjà la série n'est pas encore ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est-à-dire le binge-watching et tout ça, on connaissait pas à l'époque. On a découvert justement avec ces séries-là. C'était vraiment un par semaine, quoi. C'était ou un ou deux par semaine, je sais plus. Bref, et surtout dans ce monde-là, l'idée d'un président américain black, mais c'était de la science-fiction, quoi. Ça n'arriverait jamais. Et d'ailleurs, quand c'est W. Bush, quoi, à cette époque-là. On est sur exactement. le gros républicain de base, qui sera réélu en 2004. Hein, y a pas de. Et on sort de Clinton, qui est un mec qui est tombé. Enfin, il n'est pas tombé pour ça, mais qui a quand même pris très très cher sur l'histoire de Monica Lewinsky et tout. On est dans une Amérique hyper réac, et on se dit pas du tout, il va y avoir un jeune président afro-américain bientôt. On se dit au contraire, jamais ça n'arrivera, si tu veux. Et donc voilà, que cet acteur qui s'appelle Dennis
Heisbert, c'est ça, et jouer ce président-là, président Palmer. En plus, tu le vois dans la série se faire campagne et se faire élire et tout ça. Ça a donné une sorte de hype et ça nous a vachement habitués à l'idée. Et tac, dans la foulée, 6 ou 7 ans plus tard, il y a eu Barack Obama. Et c'est très clair que ça a eu une influence sur le côté hyper acceptable et même souhaitable de la chose, quoi. Alors quand tu m'as dit ça, je pensais que tu parlais qu'il avait eu une influence, genre le personnage, ses actions ou sa façon d'être avaient eu une influence sur Barack Obama lui-même au moment où il a pris la présidence. Non, mais ça a eu, et on le sait, c'est sûr, ça a eu une influence sur le fait d'imaginer, de pouvoir concevoir qu'un noir soit président des États-Unis. Il y a d'autres cas de figure comme ça que je cite souvent et que j'aime beaucoup, mais de moments où un film ou une série a changé la face du monde. Par exemple, je sais pas si tu savais ça, mais en 2003, on a failli faire disparaître le poisson clown. Et est-ce que tu sais pourquoi ? Ah bah oui, c'est une anecdote que t'aimes bien ressortir. Ouais, mais oui, tout le monde voulait un Nemo. Ouais. Et on a failli tuer une espèce à cause d'un film, tu vois. Donc parfois, un film ou une série, il faut vraiment qu'on fasse gaffe à ce qu'on fait, parce que parfois la création artistique nous dépasse complètement. Bah, c'est plus ou moins ce qui persiste depuis Les Dents de la Mer aussi, c'est-à-dire que d'ériger le requin, comme le requin blanc en particulier, comme une espèce mangeur d'hommes dangereuse. Alors que si un gentil poisson tout gentil, et que personne se fait bouffer et les mecs qui se font bouffer, c'est parce qu'ils ont pas à être là. Voilà, c'est tout. Ah oui, c'est vrai. Donc une fois de temps en temps, voilà, un film ou une série change le monde et parfois en bien. Donc c'est pour ça. Alors toi ? Mais moi aussi, je vais parler d'un film qui a changé le monde. Je sais de quoi tu vas parler, ça m'éclate. Parce que pour le coup, quand effectivement on a, alors pas du tout évidemment, mais quand effectivement il a fallu trouver un président de fiction, j'ai même pas réfléchi 2 secondes, je me suis même pas dit je vais essayer de trouver un truc sérieux, genre un que j'aime vraiment bien, etc. Avec qui, je sais pas, un acteur que, je sais pas, dans un rôle transcendant, etc. Alors c'est un acteur que j'adore pour le coup et je pense que c'est ce qui fait beaucoup là-dedans. C'est le président Marshall, joué par Harrison Ford dans ce chef-d'œuvre de Wolfgang Petersen qui est Air Force One, sorti en 1997. Non, c'est un mauvais film, on va pas se le cacher. Mais pas tant que ça quand même. Enfin, c'est pas formidable, mais c'est pas, ouais. C'est quand même, ça fait partie des belles productions des années 90. C'est ok, mais en fait il y a un vrai côté ultra patriotique là-dedans. Ouais, c'est ça, c'est bas de plafond, quoi. Et ce qui est vraiment incroyable de la part de mec Wolfgang Petersen, donc un réalisateur allemand, qui est passé de réaliser un film de sous-marin de 3h30 avec des 5 heures, plus de 5 heures. Sur la version longue, la version série, c'est plus de 5 heures. Ouais, voilà, c'est donc un monument, mais un truc vraiment hyper austère et rigide, voilà, sur lequel je me suis jamais lancé. C'est super. Je vous dis ça juste par connaissance. Qui est passé de ça à L'Histoire sans fin, déjà. Déjà il y a un gap. Donc le film d'action aventure. Heroic Fantasy, quoi. Heroic Fantasy, voilà, avec le chien volant, là, bizarre, superbe, là, voilà. C'est superbe. Si vous l'avez pas vu, ça aussi, c'est superbe. Puis à ça, c'est-à-dire Air Force One, qui n'est ni plus ni moins qu'un Die Hard dans un avion. C'était un peu la grande mode qui a suivi Die Hard, c'est-à-dire qu'il fallait faire le Die Hard dans ce qui n'avait pas été fait, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu Piège en haute mer, il y avait eu Die Hard sur un bateau, il y en avait eu Piège à grande vitesse dans un train, et là il fallait le faire dans un avion. Sauf que pas n'importe quel avion, l'avion du président des États-Unis, qui lui-même va se charger de botter le cul des terroristes. Et en plus ça part d'un constat, c'est que effectivement les États-Unis et la Russie se sont alliés pour faire emprisonner un dictateur du Kazakhstan. Et forcément il y a des méchants kazakhs qui sont pas contents, qui veulent faire en sorte que ce mec-là soit libéré et qui donc vont prendre en otage l'avion du président des États-Unis pour faire pression sur le gouvernement, etc., pour le faire sortir et restaurer le Kazakhstan, mais un petit peu la mère Russie, quoi. Voilà, la mère, c'est les nostalgiques de l'URSS, comme nous en avons du plein après le démantèlement, après la chute du mur. Et en plus de ça, le méchant est joué par Gary Oldman. Et oui, c'est génial. Oldman, qui, comme Kenneth Branagh dans Tenet, était le précédent britannique
qui joue les Ruskov de service. Ouais. C'est ça. Il a joué, et c'est vrai qu'il y a ça. Alors, c'était vraiment la grande époque, mais Gary Oldman égale méchant, donc Air Force One, Le Cinquième Élément, Léon. Bien sûr. Et il y en a peut-être même que j'oublie en fait, mais c'était. Alors pour le coup, il est bizarrement calme, je trouve, pas du tout surexcité comme dans Léon, Le Cinquième Élément. Dans Le Cinquième Élément, où il est vraiment complètement bigger than life. Là, c'est vrai qu'il est plutôt posé, mais il y a cette confrontation déjà de base entre Harrison Ford et Gary Oldman qui fait plaisir à voir. Et moi, voilà, Harrison Ford, c'est l'acteur de la jeunesse, quoi. C'est Han Solo et c'est Indiana Jones. Si vous voulez un monde meilleur, il faudrait que la réponse à toutes les questions soit Harrison Ford. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Harrison Ford. Tu vois, c'est bien, c'est un bon programme. Je prends. Ouais, c'est ça. Ça me va. Ça va ce matin? Harrison Ford. Ouais, bah ok. Et j'ai toujours eu ce rapport cool. Alors, en plus, pour l'anecdote inutile, mais moi qui me fait très plaisir, on est nés le même jour. Voilà. Donc, et pour vous dire, voilà, quand je suis allé sur les planches à Deauville pour la première fois, il y a l'embarras du choix de qui se prend en photo. J'ai pris ma photo avec la planche d'Harrison Ford. Voilà. Bien sûr. Et donc c'est ça, c'est un film qui est complètement con-con. C'est-à-dire que c'est un réalisateur allemand. Le mec, c'est comme quand Roland Emmerich fait Independence Day, quoi. C'est les mecs qui se veulent plus américains que les Américains eux-mêmes. Et en gros, le principe de base du début du film, c'est ce mec-là, on l'a chopé, mais avant il a tué plein de gens, et nous on a laissé faire, on a utilisé la voie diplomatique. En gros, on est des débiles, tu vois. Donc la prochaine fois, pas de tolérance, on y va, on leur rentre dedans, quoi. C'est littéralement ce qu'il dit. Il y a un mec qui nous fait chier partout dans le monde, qui fait chier n'importe qui. On y va, on le défonce. C'est-à-dire, c'est l'interventionnisme américain à son paroxysme, et c'est ce que nous vend le film en fait en creux. Alors bon, ça reste un film d'action, mais c'est quand même ça qui est présenté. Et le président, je veux pas Harrison Ford, est le mec qui représente tout ça, quoi. Mais c'est aussi un ancien de la guerre du Vietnam qui a été pilote d'hélicoptère, d'avion à 16 heures perdues, et qui là, voilà, dézingue tout le monde et qui finit par manœuvrer l'avion. En plus, il se fait pourchasser par des MiG. Enfin, ça devient n'importe quoi très très vite. Mais je pense que je pense que tu donnes trop d'importance dans cette histoire à Wolfgang Petersen. Je pense pas, par exemple, une seconde qu'un matin, Wolfgang Petersen se soit levé en se disant je ferais bien un film sur le président des États-Unis qui botte lui-même le cul des terroristes Manu Militari dans son avion. Je pense beaucoup plus que ça se passe en termes de à Hollywood, il y a un producteur avec un gros cigare qui dit bon alors le scénario là sur le président des États-Unis qui botte le cul les mecs. Pour le président, tu m'appelles Harrison Ford, hein, lui il est sympa, il va nous faire le président. Et pour le réalisateur, on prend qui? Bon, je sais pas, tu te souviens du truc avec le sous-marin là? Il est bien là, ce mec là, il va nous faire ça et puis voilà, tu lui jettes de l'argent dessus, il va le faire. Je pense que c'est vraiment comme ça que ça se passe pour le coup. Mais moi je me souviens l'avoir vu donc à sa sortie en 97 et j'avais trouvé que le film faisait exactement le taf que tu racontes, c'est-à-dire le truc complètement patriote à l'américaine, bas de plafond, machin, et encore Gary Oldman qui parle avec l'accent russe comme ça. C'était complètement toléré à l'époque. On avait le droit de faire c'est un retour en arrière, c'est presque bizarre, mais de base on essaye de prendre quand même maintenant des mecs qui ont la nationalité des personnages qu'ils incarnent. Et puis ça m'avait laissé un petit goût amer parce que, en fait, pas un goût amer, un goût plutôt fade, parce que je me suis dit le film fait le taf, mais il fait rien de plus. Alors que ce qu'on aime dans les Die Hard, c'est que justement, enfin pas les derniers, mais au moins les 3 premiers, justement, Die Hard ne se résume pas à ce principe-là. Ouais. C'est pas juste un mec qui va buter tous les terroristes et après qui fait je suis bien content, etc. Il y a un discours sur la violence dans Die Hard, il y a des vannes, on présente McClane comme un loser et tout ça. C'est pas à la gloire de l'Amérique. Pour avoir revu en plus le 1, donc Piège de cristal, mais quelques jours avant d'avoir revu Air Force One, voilà, c'est même pas sur la même catégorie, quoi. Non, mais Piège de cristal est un chef-d'œuvre absolu. Voilà, un film que je peux regarder en boucle jusqu'à ma mort, c'est incroyable. Donc voilà, on va pas parler des heures et des heures d'Air Force One, c'est mon petit. Est-ce que vous avez des chouchous dans les présidents américains, et si vous en avez, enfin dans les présidents américains de fiction, si vous en avez, n'hésitez pas à nous les... Je glisserai juste un mot sur Terry Crews dans Idiocratie. Ah oui, voilà. Forcément, bien sûr. Voilà. bien sûr. C'est le petit. Si j'avais eu un petit bonus, si j'avais pu en donner un numéro 2, j'aurais pris celui-là. Voilà. Idiocratie qui est un film, pour la faire courte, où tout le monde devient très débile, genre l'humanité devient complètement con,
Et c'est le mec lambda qui se fait, je sais plus quoi, encapsulé, qui se fait cryogéniser, enfin qui se retrouve dans le futur, qui devient le mec lambda, vraiment qui a rien de spécial pour lui, devient tout d'un coup l'homme le plus intelligent de la Terre, et donc va sauver l'humanité. Parce que la moyenne a tellement chuté. Voilà, en faisant les trucs les plus banals, mais va sauver l'humanité comme ça. Et dans ce monde-là, rempli de débiles, le président des États-Unis, c'est Terry Crews, donc le gros noir bodybuildé qui gueulard. Enfin voilà, c'est très très drôle. Dans la dernière séquence, on va parler d'un film que tu m'as conseillé la semaine dernière. Exactement. Que j'ai regardé avec beaucoup de plaisir. Exactement. Donc la semaine dernière, au fait, on a une séquence qui est la séquence de fin de cette émission où on se lance des petits défis culturels. Le petit défi culturel qui m'a été lancé était de regarder Top Secret. Du trio de réalisateurs comiques Zaz, donc Abraham Zucker. Voilà, les frères Zucker et Jim Abrams. Ouais, ceux qui ont fait Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Y a-t-il un flic ? Les trois, voilà. Ouais. Et est-ce qu'ils ont pas repris le flambeau des Scary Movie après les frères Wayans ? Alors c'est un peu bordélique. Pourtant j'ai écouté quelque chose là-dessus il y a pas très longtemps, mais je crois que c'est un des deux frères Zucker, je me souviens plus lequel. Et plus ou moins au scénario, genre il est co-scénariste, je suis pas sûr ou alors il en a réalisé un ou deux, je me souviens plus. Mais en gros le menu de ces films là c'est que c'est des comédies, et c'est des comédies sur un ton hyper particulier. Ouais, c'est que Menrodi Zaz a repris le 3, alors ils sont plus tous les trois ensemble parce qu'ils ont chacun pris plus ou moins des chemins séparés, mais il y en a au moins un, sinon deux, qui sont ou au scénar ou à la réal, donc il y a des petites choses comme ça qui reviennent. Effectivement dans le 3 il y a Leslie Nielsen, donc ça doit être dans le 2 je sais plus, enfin bref. Non, dans le 3, le 2 je le connais trop par cœur. C'est vraiment dans le 3. Donc en gros le programme, si vous avez jamais vu une de leurs comédies, c'est que c'est des comédies, c'est un genre de comédie qu'ils ont inventé, où tout ce qui peut arriver de débile arrive. Et en gros le truc c'est de détourner la réalité pour je sais pas, pour la rendre complètement loufoque, absurde et tout ça. Si en France ceux qui se sont inspirés de ça le plus, c'est probablement les nuls et Alain Chabat avec tout son humour, avec des films comme La Cité de la Peur ou son Astérix. Si vous connaissez La Cité de la Peur et que vous connaissez pas les Zaz, voilà. C'est ça en fait, grosso modo. Il y a une énorme partie de ce qui est fait dans La Cité de la Peur en termes d'humour, en termes d'absurde. Je pense notamment la scène qui me fait plus penser aux Zaz, c'est où il va voir son chef qui lui fait le briefing en faisant des sports à la con. Il fait du golf, du ball trap, du karaté. Voilà, ça typiquement c'est une séquence 100% Zaz quoi. Et alors donc j'ai regardé Top Secret que je n'avais jamais vu, je sais pas très bien pourquoi je l'avais jamais vu, mais peut-être de 84. Ouais, 84 avec Val Kilmer dans son premier film. Il avait 25 ans, il est magnifique, c'est incroyable. Ouais. Et donc le film raconte, je sais pas vraiment s'il racontait le scénario, sert à quelque chose. C'est pour ça encore une fois que j'aurais aimé avoir le trailer, parce que dans le trailer, alors français peu importe, mais surtout en français, il y a un dialogue à un moment donné entre Val Kilmer et donc son pendant féminin, l'héroïne, où il dit, en gros il lui résume tout ce qui vient de se passer depuis 1 heure dans une phrase qui n'a absolument aucun sens. Il résume l'intrigue du film et à la fin il se regarde et il dit ah ouais bah non, c'est vrai que finalement on dirait quand même un scénario d'un assez mauvais film. Et puis là, il regarde la caméra. Voilà. Donc en gros, si on résume en quelques phrases, c'est une sorte d'Uchronie où l'Allemagne nazie est toujours là pendant que le rock'n'roll arrive aux États-Unis et une star du rock'n'roll, du rockabilly, va aller donner un concert dans l'Allemagne nazie. Avec cette chanson qui sert d'intro au film, c'est génial. J'y viens tout de suite parce que ça c'est fou quoi. Donc en allant faire son concert, pour un micmac, un quiproquo bizarre, il va se lancer dans une espèce de mission d'agent secret pour sauver le monde. Pour sauver un scientifique, pour sauver la résistance en gros. Il va même rencontrer des résistants français qui parlent un français débile en disant cordon bleu, chocolate mousse, latrine, c'est le meilleur. Et évidemment moi je suis toujours hyper accroché par ces films là parce que ça commence. Tu sens que les mecs qui font ces films
pendant le premier quart d'heure ou pendant les 20 premières minutes, ils sont chauds patates, ils ont 3 milliards d'idées à la seconde, et c'est super drôle. Alors, il faut accepter ça, c'est que pendant 20 minutes, on rigole, mais sans s'arrêter, et au bout d'un moment, on aime toujours ce qui se passe, mais on rigole un peu moins parce qu'on commence à comprendre la formule et tout ça. Mais donc, on joue avec tous les codes, on joue à détourner tout et n'importe quoi, et ça commence avec cette chanson complètement folle, une chanson de Beach Boys détournée, où les mecs font du surf, en faisant du ball trap en même temps, ce qui est complètement débile. Donc... Désolé, c'est le moment où effectivement on va rire comme des débiles en repensant au film. Si vous ne l'avez pas vu, je peux que vous encourager à le regarder parce que je trouve honnêtement que c'est un très bon film. Cette idée d'associer ça au ball trap en chantant en plus, c'est vraiment complètement absurde. Donc voilà, il y a ces idées un peu folles, et puis il y a des moments où il joue vraiment avec les codes du cinéma, c'est-à-dire qu'il joue à décevoir les attentes des spectateurs en faisant des trucs plutôt intelligents. C'est-à-dire, par exemple, il y a un plan, c'est tout bête, mais il y a un plan avec un téléphone au premier plan, et une action qui se passe en arrière-plan avec des gens qui discutent. Le téléphone sonne, le mec arrive pour décrocher, et on découvre que le téléphone qu'on voyait en gros dans l'image parce qu'il est au premier plan, au fait est un énorme téléphone. Et c'est débile, mais c'est tellement drôle. Il y a la même avec quand il rentre dans une... on va aussi en parler, mais la scène de la librairie où c'est le libraire qui est le bibliothécaire qui est en train de regarder un truc sur son bouquin avec une loupe. Donc il a un œil qui est grossi parce qu'effectivement il regarde dans la loupe, et en fait il enlève la loupe et c'est vraiment un œil grossi, un œil écrasé, plus gros. Et en plus le mec c'est Peter Cushing. Oui, c'est Peter Cushing. C'est fou quoi. Parce que il y a Val Kilmer dans son premier rôle, lui à la limite c'est son premier film donc pourquoi pas, mais il y a des mecs vachement sérieux là-dedans. Il y a Omar Sharif. Il y a Omar Sharif, le film commence avec Omar Sharif, et je me suis dit, ma première réaction, je me suis dit, mais c'est pas vraiment Omar Sharif quand même. Si, c'est vraiment Omar Sharif, putain. Et il passe tout il disparaît du film à un moment donné, bon voilà. Mais il passe tout le film à se faire dézinguer en plus, il prend tous les gags les plus nuls et c'est ça, tu l'as très bien dit, pour le coup, c'est de la comédie absurde, un peu bête certes, mais c'est de la comédie de mecs qui aiment le cinéma et qui jouent avec les codes du cinéma. C'est de la comédie mise en scène en fait. Et si t'as l'habitude de voir, là en l'occurrence ça parodie un peu le film d'espionnage carrément, et même le film de Commando en fait qu'il y a eu pas mal à cette époque-là, c'est-à-dire surtout par rapport à la Seconde Guerre mondiale, où c'était un groupe restreint de gens qui vont infiltrer un château, une prison, quelque chose. Voilà, c'est littéralement ce qui se passe à la fin. Et moi, les 20 dernières minutes me font hurler de rire, mais je me souviens, mais il y a ça joue vraiment avec les codes du ciné. Il y a un truc tout con où le personnage est en train de ramper. Et il se fige parce qu'il y a des bottes devant lui, donc évidemment, à partir du moment où il y a des bottes, c'est qu'il y a un mec derrière, tu vois. Et là, en fait, la caméra se lève, et c'est juste des bottes. C'est juste des bottes. Et c'est juste des bottes. C'est-à-dire que dans l'univers, même pour le personnage, rien n'existe hors du champ de la caméra, en fait. Ça. Parce qu'il pourrait se rendre, il a très bien vu qu'il y avait personne, mais comme le cadre est circonscrit à la présence des bottes, et ben voilà. et comme tu l'as très bien rappelé, effectivement, ça fait des clins d'œil assez généreux à tout ce cinéma-là. Il y a même un moment où Val Kilmer est sur une moto, il recrée le truc de Steve McQueen dans La Grande Évasion où il saute par-dessus une barrière. Donc il refait la même cascade, et comme la cascade était chouette, évidemment, au plan suivant, il fait une deuxième cascade complètement débile où il saute par-dessus 35 bus. Absurde. Non mais tout ça. Et pour les motos, il y a un truc, voilà, pareil, ils reprennent du code, par exemple, du western, ou etc. Et effectivement, il s'échappe de je sais plus trop quel endroit, et pour en gros brouiller les pistes, et ben quand les gentils sortent d'un saloon, ils vont pousser les chevaux pour qu'ils s'enfuient, et que en gros les méchants pensent qu'ils sont partis de ce côté-là. Là il fait pareil mais avec des vélos, c'est-à-dire que c'est des vélos qui sont garés, il fait au vélo, il fait allez hop, et les vélos se barrent comme ça, et eux ils partent de l'autre côté. Et puisque tu parles de western, il y a quand même une bagarre de saloon aquatique. Ah ouais. Ce qui est complètement fou, parce que ça doit coûter un blé mais monstrueux de faire ça quoi. Ouais. Et donc il y a une bagarre de saloon sous l'eau, ce qui est complètement génial. Ouais. Donc vraiment, regardez Top Secret si vous avez le temps pendant le confinement, c'est un bonheur. Je finirai juste avec ma vanne préférée du film, qui est en plus préparée, c'est-à-dire que ils sont, voilà, l'héros et l'héroïne concluent pour la première fois, donc ils s'embrassent, etc. La caméra se détourne, comme elle le fait très souvent sur une cheminée, sauf que là, le couple d'héros
roulent vers la chute. Donc ils sont encore au premier plan. Ils tombent devant le champ, donc qu'est-ce que fait la caméra? Elle se redécale sur une autre cheminée qui est là, la même. Et après, il y a une deuxième vanne là-dessus où ils sautent en parachute. Bon, ils discutent normalement, hein, voilà, ils sont en parachute, mais vraiment le mec tombe et puis elle l'appelle, elle fait ah oui, donc il remonte à son niveau, ils discutent, c'est un champ contre champ normal, etc. Et ils finissent par s'embrasser dans les airs, ce qui est tout à fait normal, et là la caméra refait le coup, c'est-à-dire qu'ils sont en train de s'embrasser et la caméra se décale et il y a une cheminée qui tombe en parachute. Voilà, c'est vraiment, en plus, quand on en parle comme ça sonne comme vraiment un truc débile, alors qu'il faut vraiment être créatif et hyper gourmand de cinéma et inventif pour déployer tous ces gags. C'est une merveille, évidemment. Exactement. Et Fridotti nous dit, si vous aimez l'humour des As, je vous conseille la série télé Angie Tribeca. Ok. Voilà. Yes. Inconnu. Yes. Tu connais? Non, pas du tout. Moi, je suis très mauvais en série. Donc Angie Tribeca, c'est noté. Ouais, je vais m'y mettre. noté, ouais, parce que pour le coup, c'est vrai que voilà, on n'est pas là pour faire leur biographie, mais ils ont quand même pas mal décliné derrière. Ils ont un peu réutilisé eux-mêmes les codes, leurs propres codes, et y a pas un peu jusqu'à l'épuisement. Il y a eu un épuisement du genre au bout d'un moment. Peut-être que vous connaissez plus les séries les deux Hot Shots par exemple, ça reprend aussi. C'est mortel. Hot Shots, c'est vraiment tellement mortel. Ça reprend aussi ce principe-là. Ouais. Mais tu vois, quand on va jusqu'à des parodies, genre Spartatouille et tout ça, c'est clair que au bout d'un moment, le genre c'est complètement essoré, fatigué et tout ça. C'est passé vraiment on fait des gags parce qu'on aime le cinéma à on fait un film, une parodie parce qu'il y a un truc qui marche. Parce qu'il faut faire des parodies tout le temps. Il faut surfer sur le truc et ça fait de l'argent pas cher. Voilà. Alors moi je suis venu avec un défi aussi. J'avais pris le DVD, mais il est dans mon sac. Mince. mince. Non, je me demandais si tu avais déjà vu. Alors tu m'as fait très peur parce qu'au départ il me dit ouais Rajay, j'ai une vidéo, j'ai le trailer quand on devait passer des trailers, mais je l'ai sur Vimeo. Je dis mais c'est quoi ce truc où il y a même pas le trailer sur YouTube? Non mais en fait il y a tout ce qu'on veut sur YouTube, mais en fait je vois que tu as pas mal d'appétit cinéphile et je me suis dit que j'allais te proposer des trucs que tu aurais peut-être pas vu de toi-même. Ah mais c'est très bien. Est-ce que tu as déjà vu un film des années 70, un film fantastique anglais qui s'appelle The Wicker Man? Non. Et est-ce que tu as déjà entendu parler de The Wicker Man? Oui, j'ai entendu parler de The Wicker Man, malheureusement pour le remake. Exactement. Et voilà. Parce qu'en plus, là, je suis en train de regarder une série sur OCS, parce qu'en fait, je sais de quoi ça parle, voilà, dans l'esprit. Et effectivement, là, je suis en train de regarder un truc où c'est un mec qui va sur une île en Angleterre, il se passe des trucs chelous à base de traditions et de... Exactement. Voilà. Exactement. De festivals. Alors, The Wicker Man est un film qui résonne souvent chez les internautes pour ce remake navrant qui a été fait en 2006 avec Nicolas Cage. Et moi je l'avais découvert à ce moment-là, The Wicker Man, j'avais découvert qu'un truc qui s'appelait The Wicker Man existait avec le remake de Nicolas Cage, et le film était tellement mauvais que je suis allé investiguer, et c'est là que j'ai compris que à la base existe un film d'horreur britannique qui est à l'origine de ce truc-là. Et le film d'horreur d'origine évidemment est un très très grand classique, et c'est un film très malaisant. C'est un film qui peut se voir à la fois comme un film fantastique, un film d'horreur, une comédie, un drame, une comédie musicale. C'est plein de choses en un seul film. Ça dure 1h28, donc on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer là-dessus. C'est 2 fois moins que Midsommar, quasiment. Ouais, c'est ça. Midsommar n'aurait jamais existé sans The Wicker Man, effectivement. Et donc, voilà, essaye de regarder ce film. C'est trop, c'est de l'unboxing The Wicker Man en fait. Une fois que tu as ouvert The Wicker Man, il y a plein de trucs dedans et on découvrira ça la semaine prochaine en parlant. Très bien, en espérant pouvoir vous régler les petits problèmes qu'on a eu sur cette fois-là, c'est pas garanti, je vous le dis tout de suite. On croise les doigts pour avoir des trailers la prochaine fois et pas rester sur cette image qui est trop figée. On aurait eu beaucoup de choses à vous montrer, mais c'est de la contrainte que naît la créativité. Et on a fait 1h13 ce coup-là, c'est beaucoup moins que la dernière fois. On a gagné une demi-heure par rapport à la dernière fois, on est resté un peu plus dans les clous tout en digressant quand même pas mal. Écoute, donc, merci pour l'accueil en tout cas. Mais de rien, tu es ici chez toi, c'est super. Dans cet humble studio. Merci à vous tous de nous avoir suivis surtout. Et vous aussi, exactement, vous connaissez maintenant le rendez-vous. On espère, et s'il y a des gens autour de vous, c'est possible, ça existe, qui ne savent pas
que ça existe, eh bien, parlez-leur-en. Ouais, peut-être que ça pourrait les intéresser, on ne sait jamais. Et voilà, et dites-leur de venir et d'en parler à leur tour, et comme ça, voilà, on conquiert le monde, et on sera là exactement la semaine prochaine. Yes, salut les copains, merci beaucoup, bye bye. Tous. Et on arrête.